Hello les amis, alors bienvenue dans la suite. Donc, vous voyez, c'est le même truc. Alors, comme je vous disais, donc au niveau de la métrine, donc si vous travaillez avec la Bolivie, vous allez en Bolivie, vous achetez des amétrines que de Bolivie, vous allez les reconnaître tout de suite par rapport à leurs inclusions et tout. Mais si vous achetez avec un fournisseur qui vous donne des amétrines qui récoltent un peu partout dans le monde, qui vous donne le lot que vous allez étudier, vous n'allez pas reconnaître une inclusion qui proviendrait d'une amétrine poussée en laboratoire. C'est pour ça que c'est important de connaître les inclusions et de ne pas se perdre dans des pierres qui viennent un peu de partout. Si vous voulez vraiment vous lancer bien dans les pierres, admettons vous n'avez aucune connaissance, vous voulez faire une reconversion au niveau des gemmes, définissez-vous une zone géographique dans laquelle vous allez récupérer vos pierres. Par exemple, l'Amérique latine, Afrique, Asie. Et après, vous faites en sorte d'aller sur le terrain. Ça, c'est hyper important. Si vous voulez vous lancer dans les pierres, vous ne connaissez rien, vous voulez vous former à la gémologie, donc il y a tous les livres à acheter. Il y a aussi apprendre à vous former au niveau des pierres, donc lire les magazines, savoir les marchés des pierres naturelles, des pierres de synthèse, connaître les inclusions et aller sur le terrain. C'est hyper important d'aller sur le terrain. Donc pour se former, pour répondre à la question de mon temps de formation au niveau de la gémologie, je dirais qu'il est constant. Ça veut dire que c'est pas parce que j'ai certaines connaissances aujourd'hui là, on va dire j'ai des connaissances là, donc j'ai commencé à zéro, aujourd'hui j'en suis à là dans mes connaissances, c'est pas parce que j'en suis à là que je vais dire je suis le meilleur, je suis le plus beau, c'est moi qui sais tout. On apprend toujours des choses. Donc je suis toujours ouvert à avoir d'autres connaissances. Là, par exemple, la dernière fois, je discutais avec une amie et elle me montre une tanzanite jaune. Et moi, je lui dis, les tanzanites, c'est pas jaune, c'est bleu, violet. Enfin, c'est du bleu, violet, c'est vraiment typique. C'est pour ça que la tanzanite, en fin de compte, elle sort déjà, théoriquement, la tanzanite sort de Tanzanie et elle sort du volcan où il y a le gisement. Parce que la zone géographique là où elle est, la terre est tellement chaude, je vais dire, que la zoisite, parce que la tanzanite c'est de la zoisite, comme ça. Ouais, je sais plus, enfin un truc comme ça. Donc la zoisite, ouais, c'est un Z. La zoisite est chauffée naturellement, donc dans le temps, et elle ressort bleu-violette. Enfin des teintes de bleu et de violet. Et quand elle me dit, ouais, là, j'ai de la tanzanite qui est jaune, je dis, tu peux pas avoir de la tanzanite jaune, parce que la tanzanite jaune, ça n'existe pas, c'est soit bleu, soit violet. Et en fin de compte, si, j'ai été voir parce qu'elle me dit, mais si, regarde, il y a des sites, ils en vendent. Et effectivement, il y a des sites, même dans mes bouquins, je vois qu'ils disent que la tanzanite peut être de différentes couleurs. Donc vous voyez, on en apprend tous les jours. Au niveau de la gémologie des pierres des pierres, si vous vous arrêtez à un niveau de connaissance, c'est complètement nul. Vous allez toujours apprendre des choses. Pareil, la dernière fois, j'ai appris aussi une chose, c'est par exemple dans le béryl, le gosénite, si vous le chauffez, il devient bleu. Alors que pour moi, le gosénite, c'est une pierre
qui est complètement pure, c'est-à-dire qui n'a pas d'impureté. Donc théoriquement, même si on la chauffe, on la traite, elle ne change pas de couleur. Et bien si le gozénite devient bleu. Bon, c'est pas un bleu qui va rester, mais ça devient bleu. Donc vous voyez, on apprend toujours des choses. Et là, si moi je cherche des informations sur le pourquoi du comment. En fin de compte, quel procédé au niveau de la cristallisation du béryl, du gozénite, fait pour qu'il devienne bleu. Vous voyez, comment que ça se fait que quand on va chauffer ou irradier cette pierre, bah, la lumière qui va le traverser, elle va nous renvoyer le bleu. Est-ce que ça va être au niveau de la cristallisation ou peut-être des impuretés vraiment minimum qu'il y a dans la pierre qui... Enfin voilà, je travaille là-dessus. Vous voyez, faut toujours travailler, comprendre les choses. C'est surtout ça aussi qui est important. C'est qu'il faut que vous cherchiez à comprendre les choses. Si vous avez, on vous dit des trucs au niveau des pierres, mais que vous ne cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment, vous n'allez jamais rien comprendre aux pierres, aux gemmes, et ça ne sert à rien. Il faut toujours chercher à savoir pourquoi ça devient comme ça, pourquoi ça fait ça, pourquoi en faisant ça on a telle couleur, pourquoi les... Enfin, etc., etc. C'est hyper complexe. Donc le temps de formation, comme je dis, le temps de formation au niveau de gemmes, il est constant. On en apprend tout le temps. Et il ne faut pas s'arrêter à un niveau de connaissance, sauf si par exemple vous faites un type de pierre, admettons vous faites que le rubis, bah vous étudiez que le rubis. Arrive un moment, vous allez avoir un niveau où on va dire que vous êtes expert dans le rubis, mais vous serez expert que dans le rubis. C'est pour ça que les diamantaires, eux, sont experts dans le diamant. Ils ne sont pas experts ailleurs. Ils peuvent vous donner peut-être des petites choses sur les autres pierres, parce qu'ils ont un peu étudié les pierres de couleur, mais les pierres de couleur, ce n'est pas leur domaine. Un diamantaire, c'est le diamant. Le diamant, c'est hyper complexe à connaître beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit, il y a la formation de gémologie au niveau des pierres de couleur, et ensuite vous avez la formation du diamantaire. C'est deux choses qui sont complètement différentes, malgré que c'est à peu près le même métier, je veux dire. Mais le diamant, c'est encore une chose à part. Moi, si vous voulez mon avis du diamant, d'ailleurs, je vais faire une vidéo après aussi là-dessus, parce que j'ai vu un documentaire qui parlait de ça et qui regroupe un peu ce que je dis dans d'autres vidéos. Le diamant est surcoté, le diamant ne vaut rien. Le diamant, en fait, c'est le diamant, c'est une pierre où est-ce qu'il y a eu un gros travail de marketing dessus pour le faire passer comme la pierre qu'il faut, la pierre miraculeuse, la pierre d'investissement. Mais au niveau des pierres de couleur, vous avez beaucoup de pierres de couleur qui dépassent largement le diamant. Largement. Et qui ont un potentiel d'investissement qui est incroyable. Donc voilà pour la première question, mon temps de formation. Ensuite, la deuxième question, c'était au niveau de en fait, la complexité de faire venir des pierres, je vais dire en France, parce que la personne est en France, ou que ce soit dans un autre pays. Alors ça, je le réponds souvent, enfin je l'ai répondu, je pense, dans d'autres vidéos quand je parle du prix des pierres. C'est très simple. Vous allez dans un pays pour acheter des pierres. Théoriquement, il vous faut, si vous êtes un professionnel, que vous avez une entreprise, il vous faut un visa business. Parce qu'il y a deux types de visas. Il y a le visa touristique et il y a le visa business. Celui-là, c'est quand même assez complexe. Parce que quand vous avez un visa business dans certains pays, il faut que vous ayez l'accord de l'entreprise avec qui vous travaillez. Enfin, il y a pas mal de choses à voir. La plupart du temps, les gens ils vont toujours en visa touristique. Ensuite, informez-vous sur le prix, enfin pas sur le prix, sur les formalités
des pierres quand vous allez dans un pays qui produit des pierres. Vous allez par exemple, vous allez au Mozambique chercher de la tourmaline. Eh ben, informez-vous sur ce que dit le pays au niveau des pierres précieuses. Par exemple, normalement, quand vous arrivez dans le pays, au niveau de l'aéroport, vous avez des indications, des panneaux qui vous disent attention pour les pierres, informez-vous auprès du registre des mines ou du ministère des mines ou du comptoir des mines, des choses comme ça. Allez vous informer. Quand vous allez avoir affaire à votre négociant sur place, donc pour acheter des pierres, toujours les factures. Toujours avoir une facture. Ça, c'est important. Ensuite, si c'est un professionnel parce que des fois, donc je vais vous expliquer les deux réseaux. Voilà, c'est plus simple de dire ça. Si vous avez affaire à un professionnel, normalement, il doit vous fournir la facture plus un document qui vous permet d'avoir les autorisations de sortie de territoire de ces pierres. Si vous achetez des pierres dans la rue, demandez une facture. S'il n'est pas capable de vous fournir une facture, que c'est un pays que vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore de contact, de choses comme ça, laissez tomber, n'achetez pas de pierres dans la rue. Ça ne sert à rien. Achetez auprès de professionnels. Vous achetez des pierres dans la rue à partir du moment où vous avez des contacts sur place qui peuvent vous permettre d'obtenir une facture ou un document officiel pour sortir la pierre. Sinon, ne faites pas. Si vous achetez une pierre que vous mettez dans votre poche, vous quittez le pays avec, si vous vous faites attraper, il faudra en assumer les conséquences. Si vous avez une pierre, ça ne sera pas trop grave, ça dépend de la pierre que vous avez, bien sûr. Si c'est une pierre que, admettons, vous achetez une... Allez, un truc bête. Vous achetez une pierre brute dans la rue. Vous arrivez à l'aéroport. À l'aéroport, ils trouvent la pierre. Je sais pas, vous avez une fouille corporelle, un truc comme ça, ils trouvent la pierre. Eux, ils vont analyser la pierre. Imaginez la pierre, ils l'estiment à, je sais pas, 30 000 $. Là, vous êtes dans la merde. Si vous sortez une pierre que eux analysent comme une pierre qui vaut 30 000 $, vous êtes dans le caca. Et supposons, vous vous dites, mais non, ça vaut pas 30 000, ça vaut à peine 300. Comment voulez-vous justifier ça? Parce que eux, ils vont la faire analyser avec leur service des mines, et leur service des mines vont vous dire, non, elle vaut 30 000. Comment vous êtes dans un pays étranger, limite vous ne parlez pas la langue, vous n'avez pas de contact sur place, vous ne connaissez personne, comment vous voulez justifier que cette pierre qui vaut 300, cette pierre qui est estimée à 30 000 pour eux, pour vous elle vaut 300? Vous ne pourrez pas. Donc à partir de là, ils peuvent vous dire, bah, il y a une amende à payer si vous ne voulez pas aller en prison, c'est 8 000 €. Et si vous n'avez pas cette somme-là, vous êtes dans le caca. C'est pour ça que si vous allez dans un pays que vous ne connaissez pas pour acheter des pierres à des gens que vous ne connaissez pas, ne le faites pas. Vous pouvez avoir de très 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 gros ennuis. Achetez des pierres dans des boutiques qui sont officielles, avec des gens qui ont les documents qui sont déclarés. Demandez-leur la facture et les documents pour pouvoir quitter le pays avec ces pierres. Informez-vous aussi sur la quantité légale que vous avez pour sortir les pierres. Par exemple, s'ils vous disent vous avez droit à, je sais pas, 1 kg de pierres brutes, partez avec 950 grammes. Partez pas avec 1 kg pile, parce que des fois ils peuvent dire bah, il y a 1 kg 1 et ils peuvent vous emmerder avec ça. Partez toujours avec une quantité un peu inférieure. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis. Comme je vous dis, avec les documents, factures et autorisation de sortie du territoire de ces pierres. Théoriquement, dans les aéroports, vous aurez des comptoirs. Donc ça veut dire que c'est des endroits où vous devez aller, voir le responsable des mines qui s'occupe de ça, et lui demander une autorisation pour quitter ça. Et là, il va vous donner un papier avec votre numéro de passeport, votre nom,
et il va dire si vous êtes autorisé à quitter le pays avec ces pierres ou pas. Suite à ça, vous rentrez en France. Si vous êtes un particulier, vous rentrez en France, vous aurez juste la TVA à régler. La TVA, elle est de 19,6 sur les valeurs déclarées, c'est-à-dire sur les factures qu'on vous aura transmises. Les factures, qu'elles soient en euros ou pas, ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des factures en euros. Vous pouvez avoir des factures en la devise du pays d'où vous venez. Les douaniers, eux, ils savent faire la conversion. Et une fois que vous êtes acquitté de ces taxes, parce que les pierres seront en retenue douanière, une fois que vous aurez acquitté de ces taxes, vous allez récupérer vos pierres. Mais voilà comment que ça marche. Si vous êtes un particulier, il y aura d'autres taxes qui vont s'ajouter dessus. Donc voilà en ce qui concerne l'importation des pierres. Et ensuite, la dernière question, c'était est-ce que ce business rapporte? Alors, la phrase préférée que j'aime dans ce milieu, c'est tu commences avec 1000 € une pierre, tu finis avec 1000 pierres, 1 euro. Pourquoi? Parce que quand vous commencez dans le business des pierres, il faut savoir que vous allez souvent en acheter. Ce business-là coûte quand même excessivement cher. C'est pour ça que les pierres sont aussi chères, je vais dire. Mais quand tu es dedans, tu verras que c'est pas... Les gens pensent que c'est cher, mais tu verras que quand tu es dedans, ce n'est pas cher. Mais tu vas toujours en acheter parce que les pierres sont uniques. Parce que plus de place. Les pierres sont uniques. Donc tu vas acheter une pierre. Tu vas voir d'autres pierres. Et au fur et à mesure que tu vas évoluer dans ce milieu, que tu vas connaître les gens, que les gens ils savent que tu es quelqu'un de confiance, un acheteur de confiance, tu vas avoir de plus en plus de pierres. Donc au début, on va dire, tu vas peut-être avoir des pierres fracturées, inclusion, tout ça là. Et au fur et à mesure que tu vas évoluer, tu vas avoir des pierres de plus en plus propres, tu vas affiner ton regard, tu vas affiner ta vue, tu vas affiner la qualité de tes pierres, tu vas affiner le modèle de pierre que tu veux. Bref, tu vas évoluer dans ce métier. Et plus tu vas évoluer, plus tu vas voir des choses, plus tu vas voir aussi de choses intéressantes. Et ça va être compliqué de ne pas les prendre. Il y a des gens qui vont te proposer certaines pierres. Quand tu vas les voir, tu vas te dire, elles sont exceptionnelles. Pour une personne néophyte, je vais dire, qui n'est pas dans le milieu, pour elle, c'est une pierre. Mais pour toi, c'est une qualité qui est quand même assez rare de trouver sur le marché. Donc tu vas avoir une grosse tendance à vouloir l'acheter. Parce que tu sais que si tu laisses passer ça, tu vas mettre du temps à retrouver ça. Donc automatiquement, tu vas chercher à l'acheter. Donc tu vas l'acheter. Et automatiquement, tu vas prendre dans tes économies pour acheter ça. Et le but, c'est après de revendre. Mais tu ne revends pas une pierre comme tu vends une baguette de pain. Je veux dire, tu ne vends pas des pierres tous les jours. Sauf si tu es hyper connu, bref, et encore. Admettons, donc, tu achètes la pierre, tu l'achètes, je sais pas, on va dire, allez, 1000 balles. Tu veux la revendre 10 000. Il faut trouver le client à 10 000. Le plus dur, c'est ça. Parce que toi, tu vas l'estimer à 10 000 parce que tu sais que c'est hyper dur de trouver cette pierre. Tu as des pierres, admettons, à je sais pas, 2000. Toi, tu as pas mal de pierres à 2000. Mais tu en as une qui vaut 10 000. Les gens, eux, ils vont juste dire, mais pourquoi celle-là, elle est à 10 000? Donc toi, tu sais pourquoi c'est à 10 000. Parce que tu sais que qu'elle est hyper rare, c'est compliqué de trouver une pierre de cette qualité. Toi, tu connais tous les arguments, mais eux, ils ne connaissent pas.
Eux, ils voient que les prix. La plupart des gens, la grande majorité des gens, ne voient que les prix. Donc, tu vas chercher un acheteur à 10 000, ça se trouve, tu n'en trouveras pas. Tu vas trouver des acheteurs à 4 000, à 6 000, au mieux. Mais la plupart des acheteurs que tu vas trouver, ils seront peut-être à 600, à 800. Ils vont te dire non, ta pierre, elle vaut tant, elle vaut tant, elle vaut tant. Et si toi-même, tu as un doute, ce que tu as acheté à 1000, tu vas le revendre 600. Parce qu'à un moment, tu vas te dire, tu as besoin, vu que tu as investi tes économies là-dedans, tu as besoin de récupérer tes économies, tu n'arrives pas à la vendre à 10 000 parce que tu n'as pas encore trouvé l'acheteur à 10 000, donc tu vas baisser le prix et tu vas la vendre à perte. À partir de là, t'es fini. Tu peux arrêter le domaine des pierres. Parce que tu rentres dans un cercle où tu as plus besoin d'argent qu'autre chose. Et là, c'est pas bon. Parce que quand tu as besoin d'argent, tu brades ce que tu as. Alors que dis-toi un truc, comme je disais, avoir 10 000 sur un livret de développement durable, un truc comme ça, enfin avoir 1 000 euros sur un livret de développement durable ou autre produit d'investissement, je vais dire, c'est comme avoir 1 000 euros donc sur un compte qui te rapporte de l'argent ou dans une action, comme Vinci ou autre chose, et tu peux avoir les 1 000 euros aussi dans la pierre. Et tôt ou tard, un jour, tu vas, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est pour ça que, comme je dis, c'est de l'investissement, tu vas tomber sur quelqu'un, mettons, tu vas mettre ta pierre, je sais pas, tu vas la présenter sur tes réseaux sociaux, tu vas la présenter à des gens, tu vas aller voir des salons, et un jour, tu vas tomber sur quelqu'un qui connaît, qui sait, qui va voir ta pierre à 10 000, et qui va se dire, écoute, elle m'intéresse, 10 000 c'est un peu fort, moi je te la prends à 8 000. Voilà. Et tu auras fait 7 000 de bénéfices. Enfin, de bénéfices, oui et non, parce qu'il y aura toutes les dépenses annexes, hein, mais par rapport à ton prix d'achat. Mais tu ne l'auras pas fait du jour au lendemain, tu l'auras fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a des gens qui achètent des pierres à 1000, qui valent 10, et qui n'arrivent pas à les vendre. Mais ils ne les vendent pas, parce qu'ils savent ce qu'elle vaut. Ils attendent le client qui vienne l'acheter. Tu comprends? C'est un peu comme avoir un tableau. Vu que j'étais sur le trading, je vais rester sur le trading. Tu achètes des actions. Donc tu as une action, tu as un papier qui te dit que tu as une action. On va dire, tu as acheté l'action 1000. On te dit elle vaut 10 000. Mais elle vaudra 10 000. En fait, elle vaut 10 000 sur le papier. Mais elle vaudra 10 000 quand tu l'auras vendue. Maintenant, tu la vends. Au moment où tu la vends, elle a perdu du truc. Elle a perdu du... Elle a perdu du pourcentage. Donc, admettons, elle vaut plus 10, elle en vaut 8. Plus les frais, les machins, les trucs, tu vas en toucher 6. Tu vois ce que je veux dire? Ça vaut 10 000. Des fois, on te dit que tu as 10 000, mais en fin de compte, tu n'as pas 10 000. Ou tu as un tableau. Admettons, tu as un tableau. Tu as un tableau chez toi, tu as un Picasso. Picasso. Voilà. Tu as un Picasso, on te dit la valeur du Picasso, il est à 25 000. Il faut trouver l'acheteur à 25 000. C'est pas tout le monde qui peut acheter. Déjà qui veut acheter un tableau, et qui veut acheter un tableau à 25 000. Parce qu'à la rigueur, on te dit ça vaut 25 000, mais ça reste qu'un tableau. Qu'est-ce qui fait que ce tableau vaut 25 000? Déjà, il y a la signature de Picasso, et il y a le modèle du tableau.
Et il y a l'authentification aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu achètes un tableau à 25 000, il te faut un certificat d'authenticité, comme quoi c'est bien un véritable tableau de Picasso. Donc avant d'acheter un tableau à 25 000, tu as beaucoup de recherches à faire pour vraiment identifier ce tableau qui vaut vraiment 25 000. Ben, les pierres, c'est pareil. Les pierres, si tu ne tombes pas sur le bon acheteur, tu ne vendras jamais une pierre 10 000. Si pour toi, tu l'analyses à 10 000 parce que tu connais le marché, admettons, je reviens sur les amétrines de Bolivie, donc tu achètes des amétrines en Bolivie, tu tombes sur vraiment une amétrine qui est top qualité, exceptionnelle, tout ça, tu l'estimes à 10 000, il y a toujours des gens qui vont te dire, oui, mais c'est un quartz, c'est une amétrine. Ça vaut pas ce prix-là. Mais toi, tu sais, parce que cette pierre-là, tu sais que tu n'en retrouveras pas ailleurs. Donc tu sais que tu as une pierre qui est, on dit, exceptionnelle. Donc tu connais la valeur de cette pierre. Mais la plupart des gens ne le connaissent pas. Il faut vraiment tomber sur un professionnel qui voit vraiment, enfin, qui connaît la valeur de cette pierre pour te l'acheter à ce prix-là. Donc c'est pour ça que des fois il y en a, ils disent ouais, je me lance dans les pierres précieuses, je vais acheter saphir, rubis, etc., etc. Enfin, pierres précieuses et tout. Tu vois, je vais acheter des pierres, je sais pas, on va dire, je vais acheter un lot à 10 000 balles. Hop là. Et je vais espérer en faire 100 000. J'extrapole, hein. Mais la question qu'il faut que tu te poses, c'est as-tu la clientèle pour faire 100 000? As-tu la clientèle qui est prête à acheter une pierre de 1 CT, je veux dire? Une pierre de 1 CT à 1000 euros. Ou 10 000. C'est bien d'investir des grosses sommes dans des pierres qui valent le coup, qui valent les 10 000. Mais derrière, pour la revendre, est-ce que tu as la clientèle qui est prête à mettre cette somme-là dans une pierre? C'est ça la question. Et il y en a beaucoup, en fin de compte, ils se noient dans ce marché parce qu'ils cherchent à acheter des pierres pas chères pour les revendre hyper chères, mais ils n'ont pas la clientèle. Si tu n'as pas la clientèle, ça sert strictement à rien. À rien du tout. Parce que tu ne vas pas pouvoir la vendre. Des fois, il vaut mieux acheter des pierres que tu vas vendre 100, 300 euros que d'acheter des pierres que tu vas revendre 10K ou 30 000 K. Ça, tu auras plus de chances de vendre des pierres dans cette fourchette-là que de vendre des pierres dans cette fourchette-là. Et dis-toi que investir, acheter une pierre, revendre une pierre à 10 000, c'est pas une pierre que tu vas acheter 1000. Déjà, c'est un truc que tu vas acheter brut, je sais pas, on va dire peut-être à 2005, 3000, tu vois, que tu vas faire tailler, que ça va te revenir peut-être à, 5000. Avec le voyage et tout, ça va te revenir à 7005 pour la revendre à 10 000. Et en fait, tu auras fait que 2500 de bénéfices, je veux dire. Parce que tu ne peux pas acheter une pierre 100 euros, ou alors c'est vraiment exceptionnel, hein, 100 euros et la revendre 10 000. Tu vois la vidéo que j'ai fait sur le saphir à 41 ou 47 millions. Bah, tu vois, ça c'est une pierre quand ils ont acheté à Madagascar, elle n'était pas à ce prix-là. Je crois que j'avais dit, elle était, je crois que dans les 200 000. Mais là c'est pareil, 41 millions, c'est une estimation qu'ils ont mis. Et là en fait c'est du marketing qu'ils sont en train de faire au niveau publicitaire. Mais ça, c'est vraiment rare. Et il faut avoir déjà les 200K à mettre dans cette pierre pour l'acheter.
Ensuite, il y a tout le travail de retirer la gange, présenter le produit, tout ça là. Donc là, ils investissent encore du pognon. Et ceux qui taillent ce type de pierre, c'est pas des mecs qui vont travailler à 20 euros de l'heure, hein. Ça, c'est des mecs qui sont peut-être à 2000 euros de l'heure. C'est vraiment des professionnels, parce que si le mec il a le malheur de rater quelque chose au niveau de la pierre, au niveau de la taille par exemple pour retirer la gange ou un truc comme ça, la pierre de 41 000 elle peut passer à 4 000, hein, attention, hein. Ça aussi, hein, c'est un truc à prendre en considération quand vous achetez une pierre brute ou autre chose. Vous pouvez acheter une pierre, admettons, à 2500. À l'intérieur, il y a des trucs que vous n'avez pas vus. Admettons, il y a des tensions dans la pierre, il y a des choses comme ça. Vous la faites tailler. Donc par un grand tailleur, hein, vous payez un grand tailleur. Et manque de bol, il y a une tension à l'intérieur de la pierre. Et en la taillant, il libère cette tension. Et boum, la pierre se fracture. Elle vaut plus de 1500 euros la pierre, hein. Là, vous avez perdu votre investissement. C'est pour ça que acheter une pierre brute, c'est moins cher que d'acheter une pierre taillée, parce que le risque d'avoir, de trouver des défauts ou qu'il y ait un problème au niveau de la taille est énorme. L'investissement que vous avez mis, vous pouvez le perdre rapidement. Donc, est-ce que c'est rentable de travailler dans le milieu des pierres? Ça coûte excessivement cher. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, quand vous avez un stock, en fait, il faut avoir la pensée, faut penser investissement. Quand vous avez, admettons, 1000 carats de pierre, qui valent, admettons, je sais pas, 100 euros par CT, vous avez 100 000 euros d'investissement. Mais vous n'avez pas les billets. Pour avoir les billets, il faut les vendre. Donc vous avez 100 000 euros de potentiel. Et là-dessus, vous arriverez peut-être à en tirer, si vous êtes un bon vendeur, peut-être 80K. 80 000. Si vous êtes excellent, vous aurez les 100. Autrement, vous aurez 80 000. Supposons sur les 1000 CT, vous avez investi, je sais pas, on va dire 40 000. Et si vous êtes dans le besoin, tout ça là, vous allez en récupérer 20 000. Vous allez perdre. Voilà. Donc dites-vous bien un truc, si vous voulez vous lancer dans le domaine des pierres, chaque pierre que vous allez acheter, c'est de l'investissement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous rapportera de l'argent à partir du moment où vous l'aurez vendu. Tant que vous ne l'avez pas vendu, cette pierre est une pierre qui ne rapporte, je vais dire entre guillemets, que dalle. Elle rapportera de l'argent à partir du moment où vous l'aurez vendu. Et vous l'aurez vendu à partir du moment où vous aurez trouvé l'acheteur pour vous l'acheter. Sinon, c'est une pierre. Voilà. Vous pouvez avoir la pierre la plus exceptionnelle que vous aurez, si vous ne la vendez pas. Et même si vous dites que ça vaut 25 000, tant qu'elle n'est pas vendue, elle ne vaut pas 25 000 en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut rester sur son optique que si pour vous, elle vaut une somme, attendez de trouver l'acheteur qui vient vous l'acheter à cette somme. Bon, j'espère que j'ai bien répondu aux questions. Je ne me suis pas trop embrouillé. Je vais réécouter et voir si c'est bon. Allez, à